Bonjour chers amis de TV Liberté, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie en compagnie de Pierre Bergerot. Bonjour Olivier. Bonjour mon cher Pierre. Aujourd'hui, nous recevons un autre Olivier, Olivier Delamarche. Faut-il le présenter? Merci en tout cas, bonjour Olivier, bonjour Pierre, d'être présent sur ce plateau de Politique et Économie. Alors je vais commencer par un portrait. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, et pourtant vous êtes bien connu. Économiste hétérodoxe, c'est le moins qu'on puisse dire, et iconoclaste. Vous aviez fondé d'ailleurs les Iconoclastes. On peut vous connaître par de la marche en liberté sur la chronique Agora. Mais on peut vous connaître aussi par RT, où vous tenez une rubrique C'est Cash. Et vous êtes un ancien de BFM Business, où vous avez tenu 8 ans, à moins que ce soit le contraire. Mais à ce moment-là, on s'est privé de vos services au motif que vous étiez un peu catastrophiste. Au motif surtout que je ne disais pas ce qu'il fallait dire. Et voilà. Alors, sachez qu'ici, vous pourrez dire tout ce que vous voulez, radio et télé, liberté. Voilà. Alors, comment entrer en matière sur ce qui vous préoccupe le plus? Eh bien, il me semble que on vous entend très souvent critiquer l'intervention des banques centrales, le quantitative easing, l'expansion sans fin des dettes publiques, et vous nous dites qu'un défaut de paiement de la dette des États peut arriver demain. Sur l'Italie, sur laquelle on vous interrogera aussi, vous nous dites des choses inquiétantes, une éventuelle sortie de l'euro, assortie d'une critique sévère de l'euro sur laquelle nous reviendrons. Alors, est-ce que c'est bien ça le problème aujourd'hui, Olivier Delamarche? Ah oui, c'est un des gros problèmes, c'est-à-dire que on a choisi la facilité au moment de 2008. C'est-à-dire que au lieu de laisser faire, au lieu de laisser couler certaines banques, au lieu de ne pas intervenir, ce qui est amusant, c'est que beaucoup disent ah ben c'est une crise du capitalisme. Mais le capitalisme, c'est de laisser crever ceux qui font mal. Oui. Là, c'est pas le cas. Là, on les a, au contraire, on a mutualisé les dettes. Hein. Oui, socialiser les dettes. Voilà, exactement. Donc, on est rentré dans un processus qui n'a pas de fin. Et on le voit bien d'ailleurs avec le Japon, par exemple. Hein. On l'a vu récemment, c'est-à-dire qu'on a vu Monsieur Draghi, qui a retourné sa veste magistralement, qui devait soi-disant arrêter le quantitative easing et puis commencer à monter les taux, et puis commencer à normaliser le bilan de la Banque centrale. Et puis finalement, il dit « Oh là, non, finalement je vais arrêter ». Et puis la Fed, pareil. Ouais. La Fed qu'on pensait... je vous rappelle quand même que... octobre 2018, octobre-novembre 2018, les membres de la Fed étaient en train de se poser la question de savoir si le taux neutre était à 3,5 ou à 3,25. Et tout d'un coup, 2 mois après, on a le patron de la Fed qui nous dit ouais, finalement... on va peut-être arrêter de monter les taux. On va arrêter aussi l'idée de normalisation du bilan de la Banque centrale. Donc, finalement, revendre ce qu'ils avaient acheté. Et on va arrêter aussi l'idée qu'il n'y aura plus de quantitative easing. Mais pourquoi tout ça? Ils appelaient ça le quantitative. Oui, c'est quantitative easing, c'est-à-dire en fait de racheter des obligations sur le marché. Donc faire marcher la planche à billets. Voilà, faire marcher la planche à billets. Il parlait à ce moment-là, en octobre, comme vous le dites, il parlait de quantitative tightening. Oui, c'est-à-dire tout à fait. C'est-à-dire ne plus arrêter le quantitative easing. Voilà. Et puis tout d'un coup, il change d'avis. Et il change d'avis pourquoi? Mais c'est assez simple en fait. C'est qu'aujourd'hui, tout le modèle économique vient de la dette. C'est-à-dire que hors dette, vous n'avez pas de croissance. Or, comme aujourd'hui,
l'indicateur principal, c'est la croissance. Alors après, on peut discuter de savoir si c'est le bon indicateur, si c'est pas le bon indicateur, peu importe. Aujourd'hui, c'est ce que croient les dirigeants. Donc, l'indicateur principal, c'est la croissance. Donc, il faut faire de la croissance. Or, aujourd'hui, la croissance, c'est quoi? Vous avez les 2/3 de la croissance du PIB qui sont obtenus par la croissance de la consommation des ménages. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut que les ménages consomment plus si on veut plus de croissance. Bon. Sauf que, pour qu'un ménage consomme plus, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous le payez plus, donc soit il a plus de revenus, d'accord, qu'il dépense, soit il s'endette. Bon. Comme, de toute façon, aux États-Unis, M. Obama a détruit la classe moyenne en l'espace de ses 2 mandats, donc vous n'avez pas d'augmentation de revenus. C'est pas vrai. Quand vous regardez les chiffres, vous n'avez pas d'augmentation de revenus aux États-Unis. Si vous défalquez de la vraie inflation, c'est-à-dire de la vraie augmentation du coût de la vie, vous avez des revenus qui sont en baisse, voire ou en stagnation au mieux. Donc ça veut dire que là, on est à peine revenu au niveau des années 60. C'est même un truc de dingue. 60 ans après. Donc on est revenu au niveau des années 60 en termes de revenus. Et là, on a donc une dette qui augmente de façon faramineuse, puisqu'ils n'ont pas le choix. S'ils veulent maintenir leur niveau de vie, les Américains, il faut qu'ils s'endettent pour acheter une voiture, il faut qu'ils s'endettent pour étudier, il faut qu'ils s'endettent sur leur carte de crédit, ils en ont 7 ou 8, avec à chaque fois une dette supplémentaire. Donc tout ça fait une augmentation des dettes formidable. Et qui dit augmentation des dettes dit il faut bien qu'il y ait quelqu'un en face pour les acheter. Mais c'est plus l'épargne des ménages. Les Chinois veulent plus acheter la dette américaine. Les Japonais veulent plus acheter la dette américaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que il faut forcément, stopper la hausse des taux, parce que sinon, vous faites sauter le système. Si vous vous retrouvez avec une dette formidable, mais avec des taux à 5%, ça va faire très très mal. Donc, il faut arrêter la hausse des taux. Puis il faut reprendre le quantitative easing, puisque au final, qui est-ce qui achète la dette? Regardez ce qui se passe au Japon. Qui achète la dette? Les Japonais. C'est la Banque du Japon. Non, c'est pas les Japonais. La Banque du Japon. Alors c'est aussi un espèce de mythe, qui est totalement faux. Oui, les Japonais avant détenaient la dette parce qu'ils avaient une épargne phénoménale, mais aujourd'hui ils n'ont plus d'épargne. Ils vieillissent. Et vous savez que 40% des Japonais n'ont pas d'épargne financière. Donc, qui s'est substitué aux Japonais? La Banque centrale. La Banque centrale. C'est la Banque centrale qui achète tout. Et ce qu'a dit finalement Powell, il a dit il va bien falloir que quelqu'un les achète, ces foutus bonds. Ouais. Donc, c'est nous. Et vous aurez un quantitative easing aussi sûr que 2 et 2 font 4. Et aussi sûr que 2 et 2 font 4, les taux ne monteront pas. Parce que vous ne pouvez pas vous le permettre. Mais si vous montez les taux, vous cassez le système. Olivier Delamarche, le problème de la dette en est-il un? Puisque avec Olivier, il y a quelque temps, on a reçu un haut fonctionnaire au FMI. Il n'est pas fonctionnaire, il est consultant. Il a travaillé pour le FMI et pour la Banque mondiale. Déjà, ça commence mal. Jean-François Bouchard, qui a écrit cet ouvrage, cet ouvrage qui s'appelait L'éternelle truanderie capitaliste et qui nous disait qu'au final, de toute façon, les créanciers n'ont pas envie de revoir la couleur de leur billet et que l'important, c'est que la dette soit reconduite et qu'en fait, ils veulent juste voir les intérêts de leur dette revenir dans leurs mains. Mais en fait, ils n'ont même pas envie de revoir leur argent. Oui. Alors, allez dire ça aux gens qui avaient acheté de la dette grecque et qui ont eu un haircut de 75%. Dites-leur, vous n'avez pas envie de retrouver votre argent. Bon, d'accord, ok, super. Ils ont perdu 75%. Donc, faut arrêter. Mais est-ce que c'est des banques privées qui disent ça ou est-ce que c'est des particuliers? Mais tout le monde. Enfin, je veux dire, quand vous prêtez de l'argent, vous avez envie de le revoir en général.
Non, enfin, je sais pas. Oui, Bah, bien en sûr. tout cas, Madame Thatcher l'avait dit. I want my money back. Non, mais comment vous expliquez que ce monsieur du FMI n'ait pu nous expliquer ça? Vous savez, les messieurs du FMI, malheureusement, ont pas compris grand-chose. Ça fait des années, donc je vais pas me mettre à sa place et vous dire ce qu'il pense, parce que j'aurais bien du mal à me mettre à sa place. Mais voilà, enfin, il y a quand même quelque chose de. On peut pas dire la dette, on s'en fout. Si on n'a pas de croissance, donc suffisante pour rembourser la dette. Et de dire, finalement, la dette, on ne la rembourse pas. D'accord, ok. Parce que vous croyez que la dette, aujourd'hui, c'est uniquement Bernard Arnault et la fille de Liliane Bettencourt qui la détient. Mais pas du tout. La dette, vous en avez partout. Partout. Vous avez une assurance vie, vous avez de la dette. C'est que de la dette. Vous avez un livret A, c'est que de la dette. Vous avez un produit bancaire, quel qu'il soit, c'est que de la dette. Les retraites, c'est que de la dette. Oui, enfin, je veux dire, on est dans un monde où il n'y a que de la dette. Donc, et même si pour vous sauver dites le à un système, moment, quand en 2008, je suis désolé, je ne rembourse pas, vous avez certaines personnes qui vont perdre leur patrimoine. Olivier Delamarche, vous disiez en 2008 que l'État français avait, entre guillemets, sauvé un petit peu le système en refinançant des banques. Que serait-il arrivé si l'État, qui était gouverné à l'époque par Nicolas Sarkozy, n'avait pas refinancé ces banques? Eh bien, les banques faisaient faillite. Mais est-ce que ça aurait été bien ou est-ce qu'à ce moment-là, les Moi, Français auraient perdu leur épargne? Je vais vous dire pourquoi. Oui, mais est-ce que les Français n'auraient pas perdu leur épargne? D'abord, deux choses. La première chose, c'est qu'il aurait fallu, à ce moment-là, reséparer les banques de dépôt qui font leur métier de banquier, c'est-à-dire on leur dépose de l'argent et elles prêtent de l'argent dans des proportions qui ne sont pas les proportions actuelles. Et elles ne vont pas faire mumus sur les marchés. Voilà. Ça n'est pas leur rôle. C'est l'esprit du Stigl Act. Exactement. Voilà. Donc vous séparez les deux complètement. Si une banque de marché fait des bêtises, vous la laissez crever. Elle paye. Parce que ça n'a aucun intérêt. Et en revanche, vous pouvez sauvegarder tout ce qui est banque de dépôt. Oui, mais là, comme à l'époque, la séparation n'était pas faite, du coup, les gens risquaient de tout perdre. Non, parce que à ce moment-là, si vous voulez, les choses n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on a multiplié tout dans des proportions phénoménales. Alors, on vous a fait croire pendant quelques années avec, vous savez, l'école des fans, c'est-à-dire c'est les stress tests, c'est l'école des fans, c'est-à-dire qu'à chaque fois on dit 10, 10, 10, on prend une petite banque pour faire genre, et puis on dit elle n'a pas passé les tests. Bon, et puis on lui tape dessus, ça n'engage à rien puisque c'est de toute façon tout petit, et comme ça on peut dire regardez toutes les autres, elles ont passé les tests. C'est pas vrai. Aujourd'hui elles sont pas déleveragées du tout. On est toujours sur des leverages qui sont totalement hallucinants. Donc on sait que le jour où il y aura un pépin, c'est terminé. C'est-à-dire que les 100 000, vous pouvez les oublier, la garantie des 100 000, c'est juste une blague. Et donc les banques sauteront et ça représentera quelquefois un multiple du PIB. Donc c'est quelque chose qui est totalement aberrant. Alors que or on sait que ça va se passer, parce qu'on ne peut pas toujours tout contrôler. On l'a bien vu, malheureusement, les modèles sont un peu foireux sur ce... En 2008, on a fait payer les contribuables. Oui. D'accord. 10% du PIB européen a servi à renflouer les banques européennes, dont le BNP d'ailleurs, qui a une taille de bilan supérieure au PIB français. Oui. C'est énorme. Bon, est-ce que maintenant, on n'est pas en train de faire payer les épargnants, justement? Mais si. C'est ça. Mais ce qui est fascinant, c'est que les gens n'écoutent pas. Vous avez M. Draghi qui l'a dit. Alors, il ne dit pas toujours des choses intelligentes, M. Draghi, mais là, il avait dit quelque chose qui est tout à fait vrai. Il avait dit, une fois qu'on a épongé les contribuables, on va éponger les épargnants. C'est ça. Il l'avait dit. C'est ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on va aller taper dans les comptes, c'est-à-dire qu'il y aura
la prochaine fois, il y aura un bail-in, c'est-à-dire qu'on ira directement faire payer évidemment les actionnaires, les obligataires, et puis, en dernier lieu, les déposants. Voilà. Et donc, on leur piquera leur argent. Voilà et c'est une évidence. C'est-à-dire qu'on sait que ça va arriver. On ne sait pas quand, évidemment, on sait que ça va arriver. Mais on sait que ça va arriver. La dernière fois, vous avez eu en Italie 3 banques qui ont sauté. Ça représentait quand même pas loin de 1,5% du PIB. C'est quand même pas rien. Bon, alors, là, vous pouvez faire un bail-out. C'est-à-dire, vous pouvez le faire payer par les contribuables. Ouais. Et puis la prochaine fois, quand ça sera 5, 6, 7, 8, 10% du PIB, vous faites comment ? Les épargnants. Voilà, les Les épargnants. comptes. Eh bien, nous allons revenir sur ces perspectives fort peu réjouissantes, il faut bien dire, dans la seconde partie. Alors, le jour où il y aura un pépin, avez-vous dit, Olivier Delamarche, ce pépin prendrait la forme d'une hausse des taux, par exemple. Mais qu'est-ce qui peut faire remonter la hausse des taux ? Pas tellement la hausse des taux. Je vais vous dire pourquoi. Une faillite de banque ? Oui, parce que la hausse des taux, c'est contrôlé par la Banque centrale. La Banque centrale, c'est elle qui fait le prix. Aujourd'hui, il n'y a plus de marché. Vous avez quelqu'un qui fixe les prix et c'est la Banque centrale. Donc la Banque centrale, regardez, là encore, on a un exemple qui est extraordinaire, c'est le Japon. Le Japon, à chaque fois, dit, M. Kuroda, le patron de la Banque centrale, dit « Oh, on va arrêter un petit peu, on va freiner nos achats, on va arrêter d'intervenir sur le marché. » Qu'est-ce qui se passe ? Le lendemain matin, vous vous retrouvez avec des taux qui sont supérieurs à zéro. Là, pour aujourd'hui, le 10 ans japonais est à zéro, voire souvent assez négatif. Et puis, à chaque fois qu'il parle, pof, ça remonte au-dessus. Qu'est-ce qui se passe ? Le lendemain, M. Kuroda arrive à la télé en disant « Vous m'avez mal compris. Non, je n'arrêterai pas. » Et évidemment, aujourd'hui, il est coincé. Il ne peut plus arrêter. Mais il est dans comme un alcoolique. Enfin, je veux dire, comment on règle le problème d'un alcoolique. alcoolique ? Vous êtes dans un système où vous ne pouvez pas arrêter. Donc, vous êtes obligé à chaque fois d'en racheter un peu plus. Vous êtes obligé à chaque fois de maintenir les taux sous zéro. Donc, c'est ce qui se passera. En fait, il faut un drame pour arrêter la spirale. Voilà, vous n'avez aucune chance qu'il y ait les taux qui montent pour la bonne et simple raison que c'est M. Draghi qui détermine le taux. Après, vous pouvez avoir une faillite de banque. Une faillite en chaîne de banque. Et vous pouvez avoir aussi, moi, ce que je pense aujourd'hui sur les marchés financiers, c'est-à-dire que on est en récession aujourd'hui. On est en récession partout dans le monde. Faut pas l'attendre pour 2020 ou 2021. On est en récession. Quand vous avez un certain nombre d'indicateurs qui vous disent que vous êtes en récession d'ores et déjà aux États-Unis, que vous êtes en récession en Europe, etc. Donc vous êtes en récession. Si vous êtes en récession, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez, à un moment ou à un autre, l'acter sur le marché. Une récession, ça coûte 30-35%. D'accord ? De 30 à 40, suivant la force de la récession. Olivier Delamarche, la Banque de France a récemment prévu une augmentation de la croissance de 0,3 au second trimestre et une croissance globale de 1,4 en 2019. Le jour où ils prévoiront quelque chose qui arrivera, vous m'appelez parce que on aura de matière à faire des commentaires. Oui, mais non, là, aujourd'hui, vous avez, quand vous regardez les chiffres macroéconomiques, ils sont tous mauvais. Ils sont tous mauvais. Quand vous regardez d'autres indicateurs du commerce, etc., ils sont tous mauvais. Oui, la récession s'étend déjà à la Chine, en Allemagne. Et puis vous êtes en récession, je vais vous dire pourquoi. Et en fait, vous ne l'avez pas quitté depuis 2008, la récession. C'est ça, oui. Et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'on a tenu jusqu'à aujourd'hui que par des injections massives de dette. Or, si vous voulez, prenons 2018. Prenons 2018 aux États-Unis, où là, on se félicite, on dit « Oh, les Américains, ils sont repartis, c'est super, etc. » OK. Ils ont fait, au final, 2,9% de croissance. D'accord ? Si vous retraitez ce chiffre, parce qu'il faut le retraiter, il ne faut pas le prendre comme ça, etc. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a 1,9% de variation de stock. Or, tout économiste sait que vous le retirez. 1,9% de croissance sur 2,9. Ça veut dire qu'il reste quoi ? De vraie croissance. 1. 1 et encore. On pourrait discuter dessus. Mais peu importe, je le prends tel quel.
1% de croissance sur 20 000 milliards, ça fait 200 milliards. D'accord ? 200 milliards, et vous avez mis rien qu'en dette publique. Je ne parle pas du reste. Je ne parle pas de la dette automobile qui a explosé. Je ne parle pas de la dette étudiante qui a explosé. Je ne parle pas de la dette sur les cartes de crédit qui a explosé. Rien que la dette publique, c'est 1500 milliards. Ça veut dire que vous avez mis 7,5 $ pour avoir $1 de plus de PIB. Ouais. Excusez-moi, mais ce n'est pas de la croissance. D'accord ? Donc, c'est exactement... Enfin, je sais pas, imaginez que vous alliez tous les jours et à votre banque et que vous lui empruntiez tous les jours 7,50 € pour aller faire vos courses. Vous n'allez pas dire que c'est de la croissance de vos revenus. Non. Bon, donc c'est la même chose. C'est exactement la même, c'est exactement la même chose. Donc, c'est pas de la croissance. Vous êtes en récession. La croissance, comment l'obtient-on ? Par des gains de productivité, par exemple. Oui. Par la conquête de nouveaux marchés. Or, pourquoi par l'augmentation de revenus. Exactement. Pourquoi ça ne se passe pas ? Parce que les entreprises n'ont pas du tout envie de vous payer plus. Ça, c'est bon. Parce que vous êtes dans un monde. Alors c'est quelque chose d'assez extraordinaire. En fait, oui. Alors les gains de productivité que vous avez, c'est virer les gens. Ah oui, c'est ça. La variable d'ajustement. Bien plus que Internet. Faut pas rêver. C'est pas Internet qui vous fait des gains de productivité. Pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui une marge maximale, par exemple aux États-Unis, parce qu'ils ont viré tout le monde. Alors le gag du travail à taux plein aux États-Unis, puisqu'on a sorti un chiffre de 3,6. Oui, absolument. De taux de chômage. Enfin, le plein emploi, nous dit-on. Le plein emploi, c'est une blague. Tout simplement, le chiffre est faux. Et je vous dis, comme ce fameux chiffre du PIB. Donc, aujourd'hui, on a bâti entièrement le modèle économique sur la dette. Oui. Donc, ne vous posez aucune question. Les taux ne monteront pas. Bon. Que répondez-vous ? Et ils ne peuvent pas. Alors, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, sur le marché, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez, à un moment, probablement dans l'année, vous allez, à un moment, acter de cette récession. Je vous dis, c'est 35% sur un marché. Donc, les marchés vont baisser. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Il va se passer qu'aucune banque centrale ne peut se permettre, puisque tout le système repose là-dessus. Les banques centrales, aujourd'hui, sont bourrées d'actions, alors que ce n'est pas leur métier. Oui. Elles n'ont pas à faire ça, mais elles sont quand même bourrées d'actions. Vous avez les fonds de pension américains qui sont déjà tous déficitaires, qui ont tous pris du risque en mettant des actions dedans. Comment voulez-vous que le système résiste à une baisse de 35 ou 40% sur les marchés? C'est pas possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous verrez sortir du bois M. Draghi, vous verrez M. Powell, vous verrez M. Kuroda, vous verrez le patron de la banque chinoise, dont je suis incapable de prononcer le nom, mais vous verrez tous ces gens-là qui vont sortir du bois en disant on met sur la table ce qu'il faut pour faire remonter les marchés. Si c'est 1000 milliards, c'est 1000 milliards. Si c'est 5000 milliards, c'est 5000 milliards. Si c'est 10 000 milliards, c'est 10 000 milliards. Peu importe. Peu importe. Parce qu'il n'y a nulle part une règle physique absolue qui vous dit que vous ne pouvez pas avoir dans votre bilan de banque centrale 100% du PIB. Nulle part. Donc, vous pouvez y aller. Tant que les gens ont confiance, vous pouvez y aller. Le seul problème, si vous voulez, c'est que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors évidemment, les marchés remonteront, parce que les gérants ivres de joie de savoir que la Banque centrale est derrière eux, avec son gros carnet de chèques, ils paieront le marché. Mais en revanche, il y a un deuxième temps, il y a une deuxième question à se poser. C'est, à force ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pourrez plus sortir de ce système-là. Ça veut dire que c'est planche à billets illimité à vie. Open bar. Et là, ça veut dire quoi? J'allais le dire. Ça veut dire que votre billet vaut plus rien. Voilà. Et donc, à ce moment-là, je pense que ça se passera sur la monnaie et non plus sur les marchés. Alors, j'ai une blague pour vous, Olivier Delamarche. Le cabinet de conseil américain Kearney vient d'intégrer pour la première fois la France dans le top 5 des pays les plus attractifs du monde.
Ça vous fait pas rire? Si, mais enfin, je suis partagé. Ça me fait rire, ça me fait aussi pleurer. Mais enfin, bon, c'est pas... Oui, mais alors, je reviens sur la monnaie. C'est très important ce que vous dites. On a glissé de la récession vers une monnaie qui, alors plus que jamais, est une monnaie de singe. Oui. Bien d'accord. Oui. Bon. Quelles peuvent être les conséquences concrètes pour nos concitoyens, par exemple, qui se retrouvent avec une monnaie Est-ce que nous allons renouer avec l'inflation, par exemple? Ben oui, les conséquences concrètes, c'est quoi? C'est que tout d'un coup, vous avez aujourd'hui 1000 balles dans votre poche, ça vous paiera un timbre, ou un ticket de métro. D'accord. Oui. Voilà, c'est tout. C'est ça le timbre est cher. Oui. C'est-à-dire, bah oui, mais regardez ce qui s'est passé dans tous les pays où tout d'un coup la monnaie s'est écroulée. Vous avez l'exemple vénézuélien, argentin, allemand. Enfin, il y a une vraie logique là-dedans. Enfin, je veux dire, Oui. si le fait de faire tourner la planche à billets enrichissait un pays, le Zimbabwe serait le pays le plus riche du monde. Donc, faut arrêter. Et vous dites à un moment d'ailleurs qu'il suffirait que chacun ait chez soi une photocopieuse ou une imprimante pour s'enrichir. Pourquoi est-ce qu'on met en prison les gens qui font de la fausse monnaie? Puisque M. Draghi fait la même chose. Oui. Pourquoi? Si au final, c'était pour nous le filer, à ce moment-là, on a tous une photocopieuse à la maison, on s'imprime tous 1 million d'euros et ça se passe bien. puisque les gens vous disent, mais non, ça n'a aucune conséquence. Mais... si ça n'a aucune conséquence, faisons-le tous. Il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Et à ce moment-là, demain, vous imprimez 1 million, vous aussi, moi aussi, et puis on va s'acheter au coin de la rue, Ferrari, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas vous citer un économiste, je vais vous citer Audiard. Et le cave se rebiffe. Mais le cave se rebiffe, j'aimerais bien qu'il se rebiffe un peu plus. C'est-à-dire, j'aimerais bien qu'il comprenne ce qui est en train de se passer. Justement, Olivier de Lamarche, on est à quelques jours maintenant des élections européennes. On a cru comprendre avec Olivier Pichon, notamment à travers vos publications, que vous souhaitez un retour à une espèce de souveraineté des États qui puissent avoir un petit peu le contrôle des leviers. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un miracle le 26 mai au soir? Alors, je vous dis tout de suite, je ne souhaite pas. Enfin, c'est pas le problème de souhaiter ou pas souhaiter. L'euro est une chimère. D'accord ? Aujourd'hui, quasi tous les économistes qui ont un cerveau, dont des prix Nobel nombreux, etc., vous disent la même chose que c'est quelque chose qui est mal monté, Krugman, Stiglitz, enfin bon, il y en a une tripotée. Donc, c'est une question de logique, si vous voulez. C'est exactement. Imaginez, je ne sais pas si vous connaissez le monde du hippique, vous connaissez les courses à handicap. Ben là, vous avez des mules et vous avez des étalons pur sang qui courent ensemble. Et pour rajouter un peu de piment, on rajoute 62 kilos sur le dos des mules. La mule, c'est l'Union européenne et les talons, c'est la Chine? Non. C'est les mules, c'est l'Italie, la Grèce, l'Espagne, la France. Et puis, les talons, c'est l'Allemagne. Ouais. Et donc, et vous vous dites à la fin, c'est marrant, les talons a gagné la course. C'était trop. Ouais, enfin bon. Donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'euro est quelque chose qui... C'est factuel, hein. Vous regardez, la production industrielle plonge. On vous avait dit que l'euro allait concurrencer le dollar. On est monté à 30% dans les réserves des banques centrales, puis maintenant on est plutôt autour de 20%. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui a fonctionné. Le chômage a augmenté, les prix ont augmenté, contrairement à ce qu'on dit, les prix ont augmenté.
Alors on peut revenir là-dessus sur le pouvoir d'achat. Vous avez vu que Jacques Sapir récemment, mais surtout un institut allemand, un think tank allemand qui n'était pourtant pas... il est libéral, ce voilà, think tank, qui n'était pas europhobe. Hein, non, pas du tout. A sorti, il y avait Titmeyer dedans, Voilà. enfin bon, donc des gens qui ne sont pas des europhobes convaincus ont sorti une étude disant que, en gros, les Italiens avaient perdu par tête de pipe, non pas par personne qui travaille, par enfant, par etc. Non, 72 000 pour les Italiens et 56 000 pour les Français. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat, ce genre de calcul, vous savez, c'est toujours... c'est tout bon. Jacques et son équipe l'ont recalculé, ils tombent à peu près sur les mêmes montants. Mais peu importe. Enfin, je veux dire, on a tous fait nos courses. On sait qu'il y a juste un souci. On sait qu'on a perdu du pouvoir d'achat. C'est une évidence. Alors maintenant, vous avez l'INSEE qui vous dit non. Évidemment, parce que vous avez plein de méthodes, le remplacement, le progrès technique, etc., qui font que vous sous-évaluez l'inflation. Mais on sait très bien qu'elle est au bas mot du double de ce qui est annoncé. C'est-à-dire que je pense que depuis l'euro, vous êtes plutôt sur une zone de 4,5 que sur une zone de 2. Hein, donc voilà, et puis vous avez sous-évalué le coût du logement qui compte pour, je ne sais plus, 15 ou 18% dans l'indice INSEE, alors que c'est plutôt 30-35. Oui, bon. Et donc, mais maintenant, tout ça, Olivier Delamarche, on a fait le constat de l'échec de l'euro. Est-ce que le soir, est-ce qu'on peut inciter les Français à changer les choses par un bulletin de vote, par le politique et par ce scrutin européen? J'aimerais bien, mais malheureusement, j'ai du mal à y croire. Alors on se réveille le 27 mai avec Nigel Farage, président de l'Assemblée européenne, j'ai quand même un peu du mal. Bon, moi, ça me ferait rire, mais je suis pas sûr que ça fasse rire tout le monde. Non. Mais le problème, c'est que vous allez avoir finalement des alliances qui vont faire que les europhiles vont garder la majorité, très probablement. Parce que finalement, quand vous regardez les différents partis, vous n'avez que Asselineau qui vous dit Asselineau oui. Et puis Philippot. Mais ça représente quoi? C'est ça la question. Ils vont faire 2%. Moins 5, nous allons répondre à cette question. Oui. Donc au final, les Républicains, ils vont s'allier au groupe qui est groupe PPE. europhile. Le PPE, oui. Le PS, c'est pareil. La France Insoumise, c'est pareil au final. Donc, qu'est-ce qui va changer? Pas grand-chose. Je pense que, alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est que je pense que les Italiens ont attendu ces élections. Je l'avais écrit au moment des élections italiennes. J'avais dit, ils vont attendre les élections très probablement parce que il va quand même y avoir une montée des gens un peu eurosceptiques au sein de cette assemblée et que probablement, ça va leur donner un appui supplémentaire. Vous avez le Brexit qui est en train de se faire au final. Alors tout le monde a dit oui, ils vont voter, etc. Enfin bon, pour l'instant, il risque fort de se faire. Donc vous avez un sentiment qui est quand même de plus en plus eurosceptique. Et je pense que les Italiens attendaient ça et qu'ils vont sortir. J'aimerais qu'on revienne sur l'Italie, mais après la pause, donc nous allons revenir. Parce qu'il y a un roman qui vient de sortir le soir, où l'Italie a quitté l'euro. C'est un éditeur très connu sur la place. Et il prend son téléphone, il appelle M. Juncker, mais ce ne sera plus M. Juncker. Et il lui dit, mais voilà, nous autres Italiens, nous partons. Alors on va savoir ce qui peut en être dans cette troisième partie. Bien, alors Olivier Delamarche, il y a un éditeur, Feltrinelli, qui vient de publier ce livre, le soir où l'Italie aura quitté l'euro. Voilà. Alors, est-ce que ça vous paraît un scénario possible? Qu'est-ce qui pourrait justifier qu'il le fasse? Est-ce que la Monte dei Paschi et d'autres banques feraient une faillite?
Alors, je pense que l'Italie est un des pays, avec l'Espagne, avec la France, qui ont vraiment subi les affres de l'euro. Vous regardez la production industrielle italienne, on est 20% en dessous d'une base 100 en 2000, quoi. Donc, ils ont perdu ça. Vous avez en fait quasiment que des trimestres de récession depuis 2008, hein, donc ça date. Et donc, c'est difficile pour l'Italie. C'est difficile pour l'Italie et je pense que les gens s'en sont aperçus, comme chez nous, les Gilets jaunes s'en sont aperçus, finalement, hein, c'est le même principe. On vous a dit tout à l'heure qu'ils avaient perdu 73 000 euros de pouvoir d'achat, c'est quand même pas rien. C'est énorme. Donc pour donner une idée, 56 000 euros, ça fait 200 euros par mois. Quand vous avez un salaire médian qui en France est de 1 800 euros, ça fait 11%. Ouais. C'est quand même pas rien, enfin, tous les mois, hein, donc c'est quand même pas rien. Donc je pense que les Italiens et M. Salvini est parfaitement conscient qu'il est entouré en plus d'économistes qui sont un petit peu plus brillants que certains des nôtres, et qui donc il sait parfaitement que l'Italie souffre de cet euro. Donc alors maintenant. Beaucoup de gens ont dit oui, Tsipras, même combat que Salvini. Tsipras est un traître, c'est une évidence. Il s'est couché devant la tribune. C'est plus que couché, il a rampé même. Oui. Mais je n'ai pas l'impression que Salvini soit du même bois. Et donc, je me dis que... il n'est pas du même bord déjà. Tout simplement, ils sont en train de préparer leur coup parce qu'ils ne sont pas idiots, ils savent que c'est quelque chose qui demande un petit peu de préparation et qui sont en train de préparer leur coup. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je suis absolument certain que de toute façon, si Salvini est malin, je pense qu'il l'est, il fera porter le chapeau à la Commission européenne plutôt qu'à lui en être responsable. Parce que une chose est sûre, alors là je ne suis pas du tout sur la même longueur d'onde que certains économistes qui prônent la sortie de l'euro, ça va être dur. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous réveiller le lendemain matin et tout sera rose et le chômage aura baissé et la croissance sera repartie et tout cure de désintox. C'est pas vrai. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça va bon. Et donc évidemment, il n'a pas envie que la population le considère comme responsable de ces difficultés. Et donc, il préférera de beaucoup qu'à un moment, la Commission européenne lui dise dehors, parce que là, il pourra dire, ah oui, mais nous... Moi, j'ai été élu. Nous, on voulait bien rester, mais bon, lui, il a décidé que M. Juncker... Après une petite bouteille de whisky, a décidé qu'il fallait que je parte. Je pars. Bon, et donc je trouve ça beaucoup plus malin de sa part. Et donc je pense que c'est ça qui est en train de se tramer. Est-ce qu'il ne se retournera pas vers les Italiens en leur disant c'est moi ou l'Union européenne, et auquel cas il organisera un référendum ? Je ne sais pas comment ça se passera. Moi, mais ce que je sais, c'est que je pense qu'il a dans la tête de sortir. Or, sachez que s'ils sortent, les Italiens, et la France. La France sort dans les semaines qui suivent. Sauf que nous, on n'aura rien préparé. Oui. Voilà. Parce qu'on a des ahuries. Donc on n'aura rien préparé, ce qui veut dire qu'on va en prendre plein la figure. Est-ce que la continuité de la politique au Parlement européen, notamment avec ce scrutin qui arrive, pourra inciter M. Salvini à prendre les devants ? Je ne sais pas si ça incitera M. Salvini ou un autre, ou d'autres. C'est-à-dire que, vous savez, la période est quand même assez risquée aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des gens qui, depuis 7 mois, manifestent en France. C'est pas rien, 7 mois. Hein. Depuis 7 mois, manifestent en France. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus rien pour vivre. Même ceux qui travaillent.
Hein. Ils n'ont plus rien pour vivre. Et ça, on pouvait le voir. Enfin, moi, j'ai écrit quelque chose en 2017 en disant, vous allez voir que si on continue comme ça, c'est-à-dire si les inégalités se creusent, si on continue cette politique-là, les gens vont partir en guerre civile. Bon, c'est ce qui s'est passé et je n'avais pas donné de date, évidemment, parce que je ne la connaissais pas. Mais c'est une évidence. Donc, au bout d'un moment, les gens se rebellent. Les gens ont bien compris ce qui était en train de se passer. Olivier Delamarche, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils ont vraiment bien compris? Parce que, ils n'ont pas tout compris. C'est quoi le dénominateur commun? Ils ont compris une chose, c'est qu'ils n'y arrivaient plus. Ils l'ont bien compris. Le dénominateur commun entre le Brexit au Royaume-Uni, l'arrivée de Trump aux États-Unis et les Gilets jaunes, c'est quoi le dénominateur commun? Le dénominateur commun, c'est que les gens n'en peuvent plus. C'est que les gens en ont marre que des gens qui sont élus en fassent qu'à leur tête après. Et quand ils sont élus, c'est avec une toute petite majorité et donc ils ne représentent en rien le pays et qu'ils continuent à leur taper sur la tête, les gens en ont marre. Bon, donc ils se sont aperçus, qu'on n'était plus en démocratie, mais ça date depuis un bon moment. Et puis deux, ils en avaient marre parce qu'ils n'y arrivaient plus. Enfin, quand on discute avec les gens, moi j'habite à la campagne, je peux vous dire y a des situations où vous dites il y a un truc qui ne va pas. On est en France, on est quand même là. On est censé être la 5e économie du monde. Enfin, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et donc, les gens se rebellent. Mais là où il faut faire attention, c'est que justement, d'abord, on a affaire à un autiste. Oui. Bon. On parle du même. Oui, on parle du même. On a affaire à un autiste. Et puis, si encore c'était un autiste intelligent, mais visiblement ça ne l'est pas. Et donc, la deuxième chose, c'est que qu'est-ce qui va se passer quand vous allez rajouter à ça une récession? Ça va être épouvantable. Donc, des gens qui déjà aujourd'hui ont du mal, qu'est-ce que ça va donner quand vous aurez les premiers effets de la récession au courant de 2019? Est-ce qu'il aura le courage de se tourner vers des grands groupes? Et donc, à ce moment-là, on peut avoir un truc qui part réellement en guerre civile. Vous savez, c'est rien. Si jamais vous avez à un moment un flic qui a peur, qui se retrouve entouré par des gilets jaunes, qui a peur, qui est fatigué, c'est un gamin, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son arme. Il en tue 2. C'est filmé par un téléphone portable. Vous avez une guerre civile derrière. C'est affreux, mais c'est comme ça. Or, plus vous multipliez, en termes de probabilité, plus vous multipliez les actes, plus votre probabilité augmente, qu'il y ait un dérapage. Donc, ce genre de choses, on est dans quelque chose qui est déjà éminemment risqué. Si vous avez en plus de ça des problèmes économiques liés à une récession, etc., qui va faire que vous allez avoir encore plus de chômage, que vous allez avoir des gens qui auront encore plus de mal à boucler leur fin de mois, ça peut assez vite dériver en quelque chose de pas drôle. D'autant que vous avez évoqué le fait que ce n'est pas seulement, disons, les gens en situation de faible revenu, mais aussi la classe moyenne. Qui est gravement impliquée. La classe moyenne, elle est en train de disparaître, comme aux États-Unis. Elle est tirée vers le bas. Comme aux États-Unis. C'est-à-dire que vous avez une précarisation des emplois, c'est-à-dire que vous regardez un peu ce qui s'est passé aux États-Unis depuis 2008, c'est pas les temps pleins qui ont repris, c'est les temps partiels. On a viré des temps pleins et on a mis des temps partiels à côté. C'est pas des gamins qui sortent de l'université, qui ont 25 ans, c'est des vieux. C'est des vieux parce qu'ils prennent 1, 2, 3 boulots pour boucler leur fin de mois. Vous savez qu'en moyenne, alors j'aime pas les moyennes parce que ça ne veut pas dire grand-chose, surtout aux États-Unis, mais en moyenne, un ménage américain part à la retraite avec 225 000 $. D'accord? C'est une moyenne. Hein. Oui. Il y en a plein. Si vous prenez la médiane, ce n'est pas du tout les mêmes chiffres. Mais là, en moyenne, 225 000 $. 225 000 $ quand ils partent à la retraite. Donc, on va mettre la retraite à 65 ans, bon, etc.
Ils ont une espérance de vie qui est autour de 82, même un petit peu moins, parce que eux, à force de manger leur hamburger, ça passe mal. Donc, ils ont une espérance de vie, mais enfin, qui est quand même de 15-20 ans derrière la retraite. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le coût de leur santé, rien que la santé, je ne parle pas d'autre chose, rien que la santé, c'est 275 000 $. Donc, ils sont en l'air de 50 000. Ils n'ont pas encore mangé, ils ne sont pas encore hébergés, rien. D'accord? Donc, sur la durée, ils ont 225 000 $ au départ et le coût de leur santé va leur coûter 275 000. Comment voulez-vous faire? Vous ne pouvez pas. Et là, on voit bien ce qui s'est passé depuis 2008. Ce qui s'est passé depuis 2008, c'est que simplement, je vous disais, M. Obama a complètement écrasé la classe moyenne américaine. Pourquoi? Parce que c'est les seuls qui avaient encore des sous. Mais on est en train de faire la même chose en France. On est en train de faire la même chose en France. Quand on entend, c'est M. Darmanin qui a dit qu'on allait baisser les impôts de 300 € par tête, par foyer fiscal. C'est une blague. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que d'abord, on a l'Europe. Je vous rappelle, les déficits budgétaires qui ne sont pas extensibles à l'infini. D'abord, on a l'Europe. Secondo, on a de la dette et on ne fonctionne que là-dessus. Et on est déjà en déficit budgétaire. Donc, ne vous faites aucune illusion. Et pas question de toucher à la fonction publique. Ils piqueront 300 $. Ils vous donneront 300 € à une petite partie de la population. Et ils le reprendront d'une autre façon. Alors, est-ce que ça sera avec des taxes? Est-ce que ça sera avec autre chose? J'en sais rien. Avec le carburant, par exemple. Mais ils le reprendront. Oui. N'en doutez pas une seule seconde. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et les GAFA, est-ce qu'ils sont normalement taxés en France et en Europe, ces fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook? C'est pas les GAFA, c'est que. Ah non, mais c'est comme il y aura bien plus au-delà des GAFA. Le problème, c'est que là, on fait un focus sur les GAFA, mais le problème, il n'est pas sur les GAFA. Il est sur l'ensemble des grandes sociétés multinationales qui, aujourd'hui, vont passer par l'Irlande. Europe, ou par le Luxembourg, Europe encore, et qui vont, grâce à ça, avoir des taux d'imposition sur leur bénéfice global, qui vont avoir des taux d'imposition qui vont être de 6, de 7%, alors que la moindre PME en France prend 33% dans la figure. Donc, tant que c'est comme ça, si vous voulez, la fraude fiscale, c'est pas le gars dont le père avait mis 100 000 € sur un compte en Suisse. C'est pas ça la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est la fraude de tous les jours qui est organisée par l'Union européenne avec, je vous dis, avec l'aide de l'Irlande, avec l'aide du Luxembourg, avec quelquefois simplement des incitations. Qu'est-ce qu'on fait avec le Qatar qui ne paye pas d'impôts quand ils achètent des biens immobiliers en France? Qu'est-ce qu'on fait avec les footballeurs? Avec les footballeurs les footballeurs. Je veux dire, non mais... Olivier Delamarche, vous évoquiez le fait que beaucoup de pays dans le monde, les États-Unis, beaucoup de pays ont un paradis fiscal. Les États-Unis ont le Delaware, la Chine à Hong Kong et Macao, l'Angleterre à Guernesey, Jersey et les Bermudes. Pourquoi? Enfin, c'est un peu en forme, c'est un peu ironique, mais pourquoi ne pas faire de la Corse un paradis fiscal? Mais c'est déjà fait. Non, mais un vrai, j'entends. Ils sont bons, les Corses. Il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de droit sur les successions. Il n'y a pas de droit sur les successions. Non, mais un paradis. Légal. Mais vous avez des pourquoi ne pas faire comme les autres? On se bat seul contre l'évasion fiscale. Mais vous avez des paradis fiscaux. 100 milliards, ça coûte à chaque année. En Italie, vous n'avez pas le droit sur les successions. Donc, vous en avez partout des paradis fiscaux en Europe. Donc, arrêtons de se flageller unilatéralement. Mais on sait que ça ne marche pas. Je veux dire, si demain, on taxe unilatéralement les GAFA ou même les autres sociétés, ils iront ailleurs, c'est pas grave. Donc, vous avez plein de paradis fiscaux dans le monde. D'accord. Donc, c'est une blague d'essayer de dire, ah bah oui, mais nous, on va supprimer
la Suisse, Monaco, Andorre. Et alors, vous Liechtenstein. croyez qu'il n'y en a pas ailleurs? Bon, donc, non, mais je pense que tout ça, c'est de la com. En fait, mais ça fait un moment que ça dure. On est dans une société purement de com. Donc, on vous balance des trucs comme ça, des idées, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, Alors, il faut conclure. Vous avez été plutôt réaliste, pour ne pas dire pessimiste. Est-ce que... non, mais je suis chef d'entreprise, je ne suis pas pessimiste du tout. Est-ce que vous pouvez simplement, j'appelle un chat, Voilà. et ça a l'air de choquer tout le monde. Nous ne sommes pas choqués, nous sommes contents que vous soyez venu le dire. Merci Olivier de la Marche, merci pour le ton vigoureux que vous nous avez dispensé, et de fait, réaliste, c'est la vérité. On a l'impression finalement que nos politiques n'ont pas tiré les leçons de 2008. Ils ont continué sur la même lancée. Enfin, c'est invraisemblable, cette incapacité à tirer ils sont au service d'une idéologie. Voilà. Alors même que chacun d'entre nous, nous savons tirer les leçons de l'expérience. Et vous savez qu'il n'y a qu'eux qui se définissent comme élite. C'est de l'autodéfinition, ça ne vaut pas grand-chose. C'est vrai. Et la critique des élites formulée sur ce même plateau par Charles Gave a fait un buzz de 15 millions de vues. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais non, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que ces gens-là s'autoproclament élites, alors que bien souvent, on se demande s'ils n'ont pas posé leur cerveau depuis longtemps. Donc, on va supprimer l'ENA, tout va être résolu. Non, parce qu'il faudrait, je vais dire une horreur, il faudrait supprimer les énarques plus que l'ENA, mais le problème c'est que des énarques, vous en avez toujours, et puis vous savez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, il paraît qu'ils voulaient l'appeler à un moment ISF, ça aurait été une mauvaise plaisanterie, mais voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais de toute façon, vous êtes en train de former. Des Français. Vous savez, on le voit souvent. Moi, je suis quelquefois confronté à des gens qui sont profs. Vous savez pourquoi on forme des générations d'imbéciles. Qui répètent. Vous savez, c'est très amusant de considérer, sous prétexte que quelqu'un a fait une école, de le considérer comme intelligent, ou c'est sous prétexte qu'il a tel ou tel diplôme. Ce sont exactement les propos de Charles Gave. C'est étonnant, parce que, si vous voulez, autant... moi, je ne considère pas ma machine à calculer comme intelligente. Elle fait des très beaux calculs, elle va très très vite, mais elle est intelligente, elle n'est pas intelligente pour autant. Et il y a quand même certaines personnes qui sont plus des machines à calculer qu'autre chose. Donc voilà, et encore, il y en a certains qui ne savent pas calculer, comme Monsieur Le Maire, qui est notre ministre de l'économie. Là aussi, Charles Gave, mais c'est extraordinaire. Enfin bon. Vous avez quand même des gens, c'était monsieur Darcos, invité sur Canal+, incapable de faire une règle de 3. Oui, incapable, et qui vous sort cette énormité. Mais oui, mais moi je suis plutôt littéraire. Mais enfin, une règle de 3, c'est du tous les jours. Ça devrait être acquis dès le CP. Non. Pas chez M. Darcos, il est pourtant ministre. Bon, et M. Le Maire, c'est pareil. M. Le Maire, ministre de l'Agriculture, interrogé sur Canal+, à qui on demande ce que c'est, qu'est-ce qu'un hectare, et qui vous regarde et qui ne sait pas. Alors que normalement, c'est quelque chose c'est un concept basique, qui manipule toute la journée dans le ministre de l'Agriculture en Europe. Il négocie, etc. C'est atterrant, on se dit, mais ces gens-là, ils sont jamais sortis de chez eux, ils sont jamais sortis de leurs bouquins, ils ont jamais rien fait finalement, sauf raconter des bêtises, quoi. Mais ça, ils le font bien. C'est comme ce que disait dans La folie des grandeurs Louis de Funès, le ministre des Finances, je suis ministre, mais je ne sais rien faire. Mais oui, et c'est parce qu'ils ne savent rien faire que finalement ils finissent ministres. Ce qui est rassurant pour nos enfants, c'est-à-dire que si vraiment vous avez des enfants qui échouent à l'école, on peut toujours leur dire, tu vois, tu pourras être ministre, ou même président d'ailleurs. Et bien voilà la conclusion. Merci Olivier. Merci. Olivier de la Marche.
chers téléspectateurs, vous pouvez le retrouver sur De la marche en liberté. Oui. Hein, et puis, vous le retrouvez aussi sur RT France. C'est cash. C'est cash. Ce fut cash. Merci. 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 Et je vous dis, chers téléspectateurs, à très bientôt.